À votre avis, c'est quoi le point commun entre cette peinture de Banksy, celle-ci, et cette image, là? Eh bien, ce sont toutes les deux des œuvres d'art, l'une achetée pour environ 11 millions de dollars et l'autre que je vends pour quelques 3 millions d'euros. Celle de l'artiste Banksy est réelle et la mienne est virtuelle. C'est un NFT, Non-Fungible Token ou jeton non fongible en français. Donc un jeton digital dont le certificat de propriété est inscrit dans une blockchain. Je vous ai perdu ? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Sauf si vous avez vécu dans une grotte ces 10 dernières années, vous avez peut-être entendu parler des Crocs et du Bitcoin. La première est une mode qui a fait mal au style, la deuxième a révolutionné le web. Le Bitcoin, c'est cette cybermonnaie dont à la base, une unité n'aurait même pas suffi à vous acheter une baguette et qui peut maintenant vous payer un appart. Malgré sa légère hausse de 5 millions de % depuis sa création, ce n'est pas tant le Bitcoin qui nous intéresse, mais la technologie qui est derrière, la blockchain. Celle qui permet aussi de s'acheter des singes à plusieurs millions, mais qui va surtout chambouler votre vie, enfin peut-être. Commencez par voir la blockchain comme une suite de pièces de Lego dont chacune renferme des informations. Et ces informations sont visibles par tous. La propriété la plus importante d'une blockchain, c'est que quand des données y sont enregistrées, elles sont difficiles, voire impossibles à modifier. Entrons dans un bloc pour voir ce qu'il s'y passe. Chaque bloc contient des données et deux autres informations que l'on appelle des hashages. Considérez le hachage comme une empreinte digitale unique. Concrètement, c'est un code cryptographique, une suite de chiffres et de lettres générés à partir des données que l'on souhaite inscrire dans le bloc. Un bloc contient son propre hachage ainsi que celui du bloc précédent. Toute modification des données entraîne une modification du hachage et donc une transformation du bloc. Mais puisque chaque bloc contient aussi le hachage du bloc précédent, modifier un bloc invalide absolument toute la chaîne. En fait, il faut plus voir la blockchain comme une suite de dominos. Ici, nous avons une chaîne de 3 blocs, ou dominos si vous préférez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque bloc a un hachage et le hachage du bloc précédent. Le bloc 3 pointe vers le 2, qui pointe lui-même vers le 1. Si vous modifiez le bloc 2, ça rendra le bloc 3 et tous les suivants invalides. Bien sûr, ça ne suffit pas à rendre une blockchain infalsifiable car les ordinateurs sont assez puissants pour calculer et modifier des centaines de milliers de hashages par seconde, donc potentiellement tous les hashages de l'ensemble de la chaîne. C'est en réalité la distribution de la blockchain qui lui permet d'être sécurisée. Car au lieu d'avoir une entité centrale qui vérifie sa validité, ce sont les utilisateurs du réseau qui le font. Quand quelqu'un rejoint le réseau, il obtient la copie complète de la blockchain. Et quand un nouveau bloc est créé, il est envoyé à tout le monde sur le réseau. Chacun vérifie que le bloc n'a pas été falsifié avant de l'ajouter à la blockchain. Toute falsification entraîne une anomalie sur le réseau et donc un rejet par le reste des utilisateurs. C'est le principe de consensus. Donc vous l'aurez compris, pour falsifier une blockchain, il faut modifier tous les hashages de tous les blocs et surtout posséder au moins 51% du réseau. Elle est donc presque infalsifiable, d'où son potentiel. En gros, la blockchain, c'est comme un gigantesque registre rempli à l'encre indélébile et que tout le monde peut consulter. Mais bon, ça ne nous dit pas qui a eu l'idée, comment et pourquoi. La première étude sur les chaînes de blocs cryptographiquement sécurisées a été réalisée en 1991 par 2 chercheurs américains. Ils voulaient mettre en application un système de documents impossible à antidater, mais bon, ça n'a rien donné. Faut attendre 2008 pour que la première blockchain apparaisse et c'est un certain Satoshi Nakamoto qui l'a créée. Lui. Ouais, mais en fait, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. En vrai, on ne sait rien de lui, même son nom est un pseudonyme. Mais ce qui est sûr, c'est que Nakamoto s'est servi du concept de la blockchain pour créer en 2009 la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Le déclic pour Nakamoto, ça a sûrement été la crise financière de 2008 qui a ébranlé la confiance qu'on avait dans les institutions financières et gouvernementales. Avec le Bitcoin, Nakamoto souhaite donc créer un modèle décentralisé qui permettrait d'échapper aux institutions. En effet, le Bitcoin utilise l'architecture de la blockchain pour assurer la sécurité des transactions sans l'intervention d'un quelconque organisme bancaire ou gouvernemental. Le premier bloc du Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009 et la crypto-monnaie est restée assez confidentielle jusqu'à exploser en 2017. Et Satoshi Nakamoto dans tout ça? Eh bien après la création du Bitcoin, il a totalement disparu. Et cette disparition coïncide étrangement avec le décès de Hal Finney, un développeur expert en cryptographie qui a reçu la première transaction de Bitcoin. Étrange, non? Ethereum, Ripple, Litecoin,
Dogecoin, le Bitcoin a fait des petits et on estime qu'il existe plus de 15 000 crypto-monnaies différentes aujourd'hui. En fait, il y en a tellement qu'on parle beaucoup de shitcoins pour définir une partie d'entre elles. En gros, des cryptos bidons qui ne s'appuieraient sur aucun projet. Mais de toute façon, ce n'est pas le plus important, car la blockchain n'est pas utile que pour créer des monnaies virtuelles. Une bonne illustration de la blockchain est son application dans l'industrie agroalimentaire. Si pour chaque aliment, sa provenance, sa composition ou encore sa date de consommation légale sont inscrites dans une blockchain, alors on gagnerait beaucoup en transparence et surtout en sécurité. Ça empêcherait de nombreux cas d'intoxication chaque année et d'en finir avec les scandales agroalimentaires qu'on a connus ces dernières années. Mais ce qui va peut-être bouleverser notre vie, c'est ce qu'on appelle les smart contracts, contrats intelligents en français. Quand vous retirez de l'argent avec votre carte bancaire au distributeur, un programme vérifie que vous avez bien assez sur votre compte avant de vous donner vos billets. Si le vôtre ne fait pas ça, eh bien dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Cette vérification automatisée par votre banque est un exemple de smart contract. Mais il y a cet intermédiaire justement, votre banque. Et comme je vous l'ai déjà dit, la blockchain cherche à supprimer les intermédiaires pour donner le pouvoir aux utilisateurs du réseau. Or, en utilisant la blockchain, il serait possible d'établir ce genre de contrat, mais sans intermédiaire. Comme pour le Bitcoin, ce serait le réseau qui vérifierait que les conditions sont bien remplies et non plus votre banque. De même, peut-être que dans le futur, on pourra acheter une maison sans avoir à passer par un notaire ou louer un appartement de vacances sans qu'un certain site ne prenne 20% de frais. On pourra peut-être même élire le président grâce à un smart contract et là, impossible de frauder, tout sera automatisé. Les potentialités sont infinies. Bon, et là, vous vous demandez toujours quel est le rapport entre les singes et les NFT. Je reprends. NFT signifie Non-Fungible Token, un jeton non fongible en français. Pour info, l'adjectif non fongible signifie que le jeton n'est pas interchangeable. Contrairement à une pièce de 1 euro ou un bitcoin qui peuvent être échangés contre n'importe quelle autre pièce ou bitcoin, un NFT, lui, est unique et ne peut pas être changé contre n'importe quel autre NFT. Pour faire simple, il s'agit ni plus ni moins d'un certificat de propriété numérique, à savoir un document qui atteste qu'un individu est propriétaire d'un objet virtuel. Ça peut être aussi par exemple une musique et les droits qui y sont associés, mais ça peut être aussi un singe. Un NFT peut être créé par n'importe qui et les transferts d'un propriétaire à un autre sont tracés dans une blockchain. Ainsi, de la même manière que pour les smart contracts, les NFT vont peut-être révolutionner les droits artistiques. Par exemple, une plateforme de streaming musical ou vidéo reliée à la blockchain pourrait permettre de vérifier les droits de manière décentralisée sans passer par un intermédiaire et ainsi mieux rémunérer les artistes. Donc peut-être qu'un jour, dans le métaverse relié à la blockchain, vous pourrez vous la péter avec un singe à 3 millions accroché dans votre salon virtuel. Bon, peut-être pas le mien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!